En tout cas, malgré cette chaleur, merci d'être présent. Et donc, on trouvait très intéressant, après les élections européennes, d'avoir le point de vue de 3 spécialistes. Et donc, ils ont eu la gentillesse d'accepter. Et ils vont donc nous parler un peu du panorama. Je pense qu'ils vont parler aussi de la France, d'une certaine manière, et de l'Italie. Je pense qu'on ne peut pas ne pas négliger aussi les résultats qui ont été, pour certains en France, assez catastrophiques. Je ne dirai pas pour quelle partie, restons dans le mystère total. Bon, alors donc, merci d'être venu. Je vous parle au nom du maire du 13e, qui est, vous savez, un maire, ça a énormément d'obligations, donc il m'a chargé de vous recevoir, ainsi que l'adjoint à la culture du 13e. Cette semaine italienne se déroule de façon différente de l'année dernière. Comme vous avez pu constater, il n'y a pas de stand. Il n'y a pas de stand ni d'apéritif musical parce qu'il y a des travaux. Mais je vous promets, je vous jure, je mets ma main au feu que l'année prochaine, vous aurez ce que vous aimez. Voilà. Je voudrais remercier chaleureusement donc Alessandro, Michele et Alberto. Ils sont des amis pour certains de longue date, pour d'autres plus récents, parce qu'il est quand même assez jeune. Donc, c'est pour ça. Donc, notre amitié est, disons, moins longue, moins... mais elle est aussi forte, bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Jacqueline. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Donc, c'est une soirée consacrée aux conséquences des élections européennes du mois dernier. En Italie surtout, car maintenant nous sommes en train de célébrer la 19e édition de la semaine italienne du 13e, mais en France aussi, car bien sûr nous sommes à Paris et il serait tout à fait insensé que de ne pas parler de la France. On peut voir cette problématique, d'après moi, sous deux aspects et sur lesquels je pense que mes amis et confrères ont réfléchi eux aussi. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le positionnement des forces politiques. Les rapports de force ont changé en Italie, en France, en Europe, et même s'il n'y a pas eu un véritable tremblement de terre comme quelqu'un s'y attendait, mais de toute manière, il est certain que les rapports de force sont différents. Alors, notre amie Jacqueline Zanavictor a parlé d'un résultat qu'elle trouve un petit peu catastrophique, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas désigné le parti. Non, bien sûr, mais on a compris à quoi se faisait allusion. Il y a donc les rapports de force entre les partis. Concernant l'Italie, je me limite à constater que d'après les derniers sondages, la tendance qui a été mise en évidence par les élections serait en train de s'accentuer. C'est-à-dire que le parti de la Ligue, qui était encore il y a quelques années la Ligue du Nord, et qui maintenant c'est une Ligue qui se prétend nationale, donc ce parti, aujourd'hui, si l'on votait demain, pourrait dépasser 38%, donc disons un score absolument extraordinaire et inattendu même de la part des légistes les plus optimistes. Il se confirme le Parti démocratique qui correspond grosso modo à l'espace politique du PS en France. Il se confirme comme deuxième parti. Les prévisions étaient beaucoup plus défavorables pour le Parti démocratique. En effet, il serait actuellement aux alentours de 22-23%. Le troisième parti, c'est le mouvement 5 étoiles qui
avait réalisé un succès extraordinaire aux élections de 2018, les élections politiques législatives comme on les appelle en France, et qui donc a dégringolé par rapport aux résultats exceptionnels de 2018. Il était en première position, maintenant il est en troisième position, un peu au-dessous de 20%. Il y a deux autres formations de centre-droit ou de droite, enfin on peut les appeler différemment. Donc celui qui était le parti de Berlusconi, qui a été un phénomène politique non éphémère en Italie. Il suffit de considérer qu'il est dans l'histoire de l'Italie unitaire, donc depuis 1861, c'est lui qui a gouverné le plus longtemps, qui a été chef du gouvernement le plus longtemps après Benito Mussolini. Donc Berlusconi, il est facile de relativiser et de faire des sarcasmes, mais en effet, il a joué dans l'histoire de l'Italie un rôle qui n'est pas secondaire. Son parti, Forza Italia, c'est un slogan de football qui a été créé avec l'objectif d'attirer un électorat populaire, donc est aujourd'hui aux alentours de 6-7%. Et le pourcentage est grosso modo le même, un peu inférieur, mais grosso modo le même, pour Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, qui est le parti dirigé par Giorgia Meloni et qui est, grosso modo, le descendant direct, avec quelques éléments de modernisation, de l'ancien mouvement social, Movimento Sociale Italiano, devenu Alliance Nationale, et donc, disons, le parti néo-fasciste qui maintenant a pris des attitudes un peu différentes, mais disons, grosso modo, c'est dans cette lignée-là. Si l'on fait le total des partis de droite, c'est-à-dire la Ligue, Forza Italia et Fratelli d'Italia, on aurait actuellement une majorité électorale de droite. Est-ce qu'on peut souhaiter que cette majorité arrive à remporter les élections législatives? Mais je dis ça indépendamment de nos convictions politiques, c'est-à-dire pour le bien de l'Italie. Est-ce que l'on pourrait souhaiter une clarification du jeu politique, c'est-à-dire considérer qu'un gouvernement de droite pourrait même faire renaître, redonner de l'impulsion à la gauche et clarifier l'affrontement politique et social dans le pays. Il y a un grand point d'interrogation à ce sujet-là. Il est évident que dans cette analyse, il ne faut pas négliger l'évolution du sentiment des Italiens face à l'Europe. Car les Italiens, traditionnellement, étaient parmi les pays de l'Union européenne les plus enthousiastes. Et n'oublions pas que l'Italie fait partie du groupe initial des pays fondateurs de l'Europe avec la France, l'Allemagne et le Benelux. En Italie, il y avait un sentiment même un peu naïvement pro-européen. C'est-à-dire que plusieurs considéraient que pour régler les principaux problèmes historiques de l'Italie, allant des transports publics au service sanitaire, je sais pas, la délinquance organisée, la mafia, etc., il aurait suffi un coup de baguette magique provenant de Bruxelles et tout était réglé comme par miracle. Le pays a beaucoup changé et maintenant l'Italie est devenue un pays assez eurosceptique, donc assez méfiant face à l'Europe, à l'organisation
de Bruxelles, de Luxembourg, du Parlement de Strasbourg. On a tendance à penser que ce sont des technocrates qui perçoivent de gros salaires. Un sujet qui a assurément suscité une forte polémique en Italie, c'est l'attitude face aux migrants. Il est vrai que l'Italie est placée au beau milieu de la Méditerranée et donc pour des raisons géopolitiques, c'est une destination naturelle pour ceux qui quittent notamment l'Afrique du Nord au départ de la Libye ou d'autres pays d'Afrique du Nord. Et donc l'Italien moyen souhaiterait assurément une plus forte solidarité de la part de ses partenaires européens face à ce problème. Il est certain que parmi les raisons du succès, on peut même dire de cette espèce de triomphe électoral de la Ligue, il y a l'attitude très ferme de son leader Matteo Salvini qui a pris des positions très dures depuis son poste. N'oublions pas qu'il est ministre de l'Intérieur et donc, disons, c'est lui qui a sous ses ordres directs la police et, disons, les forces de l'ordre. Il est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Certains pensent que l'actuelle législature ne va pas durer très longtemps, mais il y a aussi à considérer l'intérêt des députés, notamment du mouvement 5 étoiles, cette formation assez atypique qui... Moi, je ne sais pas vraiment comment la définir. D'après moi, il s'agit d'une sorte de poujadisme, d'une sensibilité de gauche, mais non pas au nom d'une responsabilité nationale, mais plutôt d'un sentiment. Dans l'après-guerre en Italie, il y avait eu les qualunquisti, n'est-ce pas? Et donc, il y a un peu de ça. De toute manière, il est certain que les très nombreux députés qui ont été élus l'année dernière au mois de mars de 2018 dans les listes du mouvement 5 étoiles craignent ne pas être réélus. Ce sont des personnes qui souvent sont sans profession et donc qui ont trouvé dans la politique aussi, c'est un peu cruel de le dire, mais vraiment leur gagne-pain. Et donc il y a des résistances contre la dissolution anticipée du Parlement actuel, qui apparemment est assez ingouvernable, notamment au Sénat. Il n'y aurait désormais que trois sièges en faveur de la majorité, donc une majorité de 3 sièges est exposée même au rhume et au coup de vent qui peuvent provenir de n'importe quelle direction. Disons, donc, c'est un cadre politique qui n'est pas rassurant. D'ailleurs, le cadre politique de l'Italie n'a presque jamais été très rassurant. C'est un cadre politique intéressant en même temps. Nous savons que l'Italie a représenté un laboratoire politique de premier ordre pour les politologues européens et du monde entier. Je me souviens, lors d'un congrès de médecine, qu'il y avait un illustre cancérologue qui avait dit « Ah, mais l'Italie est un peu comme un malade qui a, je ne sais pas, 3 ou 4 cancers. Alors ça, pour les spécialistes, c'est très intéressant. Pour l'intéressé, disons, c'est moins réjouissant. Voilà. Alors là, je ne veux pas tomber dans un humour un peu simpliste, mais il est vrai que faire des prévisions sur l'actuelle situation
de la politique italienne n'est pas facile. Mes illustres amis et confrères vont parler assurément aussi de la France, où il y a eu ce résultat qui n'était pas complètement inattendu, où suivant les résultats des élections européennes, le parti de Marine Le Pen est devenu le parti de majorité relative dans ce pays. Il est certain que cela n'a pas manqué de chagriner l'actuelle majorité parlementaire, mais en même temps, on pourrait considérer que paradoxalement, cela donne un coup de main au président de la République et à son parti, dans la mesure où deux forces traditionnelles de la politique française, comme les républicains et les socialistes, qui ont dominé le jeu politique depuis l'avènement de la Ve République, se sont affaiblis, et donc apparemment ce sont des voix qui pourraient converger sur la majorité présidentielle. N'oublions pas que, justement, depuis la naissance de la Ve République, le pouvoir a été toujours partagé par alternance entre les gaullistes, disons, et les socialistes. Il y a eu une série de présidents qui ont alterné et de premiers ministres, de gouvernements qui ont été axés sur ces deux forces, l'héritage gaulliste et le Parti socialiste. Et ces deux forces politiques se sont affaiblies d'une manière assez nette lors du vote européen. Il est là aussi, je dois dire, assez difficile de prévoir quelle sera la situation dans les années à venir. Évidemment, on pourrait approfondir aussi d'autres aspects, notamment des aspects économiques et sociaux. Mais pour le moment, j'aimerais mieux m'arrêter là et passer la parole. Qui veut prendre la parole? Alors, Alessandro Giacone, Université de Grenoble. Je pense que vous, pour la plupart, vous nous connaissez de toute manière. Alberto Toscano est l'un des journalistes italiens les plus connus à Paris en raison de sa présence sur la presse écrite, mais aussi sur l'audiovisuel depuis quelques années, n'est-ce pas? Depuis l'invention de la radio. Voilà, depuis l'invention de la radio. Que tu as inventé toi-même. Non, c'est mon cousin Marco. D'accord. Et Alessandro Giacone, Université de Grenoble, et actuellement Université de Bologne. Moi-même, je suis, moi aussi, comme Alberto, un journaliste de longue expérience, on dit comme ça, hein, de longue expérience, et je suis actuellement le président de la Società Dante Alighieri, comité de Paris, donc je m'occupe de promotion de la culture italienne en France. Alors, Alessandro Giacone. Merci beaucoup à la mairie du 13e arrondissement pour cette invitation, à Jacqueline en particulier. Je note que cette semaine italienne est placée sous le signe de la beauté, alors je me demande d'une part ce qu'on fait exactement en parlant de politique italienne qui peut-être ne traverse pas sa phase la plus belle, mais enfin en tout cas c'est un sujet tout à fait d'intérêt dans le contexte actuel. Alors, le thème qui nous a été proposé, dont on a discuté, c'était les perspectives de la politique italienne après les élections européennes. Et je ne sais pas ce qu'en pensent mes interlocuteurs, mais on est un peu resté sur notre faim, parce que l'an dernier, juste après les élections, on a vu un débat à peu près avec les mêmes personnes. Ce qui allait se passer, on ne s'était pas complètement trompé, mais en tout cas la situation était incertaine, et pendant toute cette année, le discours qui s'est imposé à peu près partout dans les médias et dans, j'imagine, nos et vos conversations, c'est qu'est-ce qui va se passer après les élections européennes. C'est-à-dire, on a vécu une année de campagne électorale, et pas seulement entre majorité et opposition, mais au sein même du gouvernement, c'est-à-dire les deux principaux partis, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, qui sont affrontés sur des positions d'ailleurs assez divergentes les unes par rapport aux autres. Et on s'est dit, on attend les élections européennes et ensuite on va bien voir ce qui se passe.
Et or, il y a presque un mois, les résultats des élections européennes, on les a vus. On ne peut pas tout à fait transposer aux élections nationales, mais en tout cas, on a eu un chassé-croisé, et grosso modo, il y a à peu près toujours une majorité d'Italiens qui soutient le gouvernement, à peu près 50%, mais là où le mouvement 5 étoiles avait fait 32% et la Ligue 17%, c'est exactement l'inverse, c'est la Ligue désormais qui a 32% et le mouvement 5 étoiles qui est descendu à 18%. Donc, on peut dire grosso modo les électeurs c'est les mêmes, mais la question qui se posait donc pendant toutes ces années et surtout maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a attendu ces résultats d'élections européennes, en d'autres termes, et c'est peut-être la première question que nous posait Michele tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que le gouvernement va durer ou pas? Et la difficulté, c'est que même les personnes qui travaillent à Rome, directement en contact avec le gouvernement, disent qu'on ne sait pas. Ça dépend à peu près de beaucoup de phénomènes et de beaucoup de facteurs dont je vais essayer de parler brièvement. Premièrement, est-ce que ce gouvernement va tenir? Peu importe les sondages, enfin, peu importe en tout cas la situation et les déclarations de chaque jour, n'oublions jamais que l'Italie a un système parlementaire où il y a deux chambres qui doivent donner la confiance et donc il doit y avoir une majorité au Sénat et à la Chambre des députés. À la Chambre des députés, il n'y a pas de problème, il faut 315 voix, le gouvernement les a. Au Sénat, pour qu'un gouvernement reste en place, il en faut 161. Or, depuis le début, il y a un facteur de faiblesse de ce gouvernement, c'est qu'il ne disposait qu'au début que de 167 sénateurs qui votaient pour, et aujourd'hui il y en a 164. Et juste hier, il y a une des sénatrices du mouvement 5 étoiles qui a été expulsée, et il y a trois autres personnes qui sont un peu sous l'épée de Damoclès d'une expulsion, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, ce qui fait que si on en reste à la simple logique parlementaire, en fait le gouvernement pourrait tomber demain s'il y a trois personnes qui changent d'avis, qui se fâchent sur une décision ou sur une autre. Donc ça c'est l'éternel problème de la politique italienne. Cette double majorité fait en sorte que les majorités sont toujours instables. Ensuite, il y a un deuxième facteur. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui de faire des élections? Alors bien sûr, ça dépend pour qui. Pour la Ligue, qui a eu un triomphe aux élections européennes, on serait tenté de dire la Ligue, et Salvini en particulier, a tout intérêt aujourd'hui à encaisser en quelque sorte les résultats des élections. Si on vote à nouveau, c'est lui l'homme fort. Et donc, on pourrait avoir un changement de majorité, comme Michele l'a dit tout à l'heure, et ce serait en fait une majorité de centre-droit. Mais il y a aussi des facteurs qui tendraient à dire que les élections ne vont pas avoir lieu tout de suite. Alors, qui n'a pas intérêt à des élections aujourd'hui? C'est surtout les partis d'opposition. Le parti de Berlusconi, qui est dans une position de grande faiblesse, les sondages lui donnent aujourd'hui 7%, et également le centre-gauche qui se reprend un tout petit peu, parce que finalement les élections européennes sont mieux passées que prévu. Aujourd'hui, le Parti démocrate fait à peu près 23% des voix, mais bien sûr, avec 23%, on ne va pas très loin, avec une coalition. Ce qui fait que l'opposition aurait tout intérêt à faire durer ce gouvernement. Et troisième et dernier facteur, c'est la situation économique de l'Italie. C'est qu'il y a une nouvelle loi de finances qui se prépare traditionnellement pendant l'été, qui doit être présentée au mois de septembre, et déjà des signes avant-coureurs qui ne sont pas positifs. L'an dernier, faire une loi des finances a été très compliqué, elle a été présentée le 29 décembre, et on commence au mois de septembre, donc juste le dernier jour. Et encore, c'était relativement plus simple à faire parce que ça ne concernait que quelques mois. Là maintenant, la plupart des mesures qui ont été prises, mesures sociales mais coûteuses, c'est un peu plus compliqué. Donc, sous l'avertissement, on va dire, des autorités européennes qui continuent à pointer la dette excessive de l'Italie et un risque de dérapage de comptes publics, est-ce que le fait de provoquer une crise de gouvernement, ça arrive finalement au meilleur moment? Ce qui fait que pour répondre pour l'instant à cette première question, il paraît que s'il y a une crise, ça va se jouer dans les 15 jours à venir. Après le 15 juillet, il n'est plus possible de faire une crise de gouvernement et de dissoudre les chambres. Les députés partent en vacances. C'était ce qu'on appelle autrefois le gouvernement balnéaire, c'est-à-dire, et on en reparlera au mois de septembre. Oui, c'est vrai qu'il y a des échéances prévues par la Constitution et par la loi.
Et donc, s'il n'y avait pas de dissolution avant le 15 juillet, il serait impossible de voter en septembre, fin septembre, à temps pour approuver la loi financière pour l'année d'après. Donc, il est certain qu'il va y avoir des décisions qui seront prises avant le 15 juillet. Mais écoutons donc Alberto Toscano. Grazie Michele, grazie a tutti voi. Et moi je veux dire quelque chose de différent, dans le sens que je suis complètement d'accord avec ce que dit Michele et ce que dit Alessandro. Donc je dis quelque chose de différent, dans le sens que sinon je vais répéter ce que vous avez dit. Donc je viendrai à la question qui est un peu à l'origine de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire les élections européennes. Je pense que nous devons faire trois remarques, dans le sens qu'on craignait beaucoup, et vous vous souvenez comme moi, les articles de presse, les discours de personnalités politiques, les interventions des politologues qui disaient catastrophe, catastrophe, catastrophe. Première catastrophe, l'abstention. La participation aux urnes a augmenté en Europe, dans l'Europe à 27. En Italie, elle a baissé, c'est vrai, mais elle était plus élevée que la moyenne européenne. Et en Italie, elle a baissé pour une raison très politique, référée à un parti politique. Parce qu'une partie des électeurs du mouvement 5 étoiles n'ont pas trahi le mouvement 5 étoiles en votant un autre parti, mais ils ont préféré s'abstenir, notamment dans les régions du Sud, où l'abstention qui a été un signal, un cri d'alarme par rapport à ce parti politique. Mais de toute façon, la participation aux urnes en Italie a été autour de 56-57%, dont elle a été supérieure à la moyenne européenne. Et dans l'ensemble de l'Europe, l'affluence aux urnes a été supérieure qu'il y a 5 ans. Je parle de l'Europe à 27, évidemment. Deuxième chose qu'on disait, c'était le populisme, le boom des partis populistes. On a vu une augmentation de certains partis qu'on peut définir populistes, mais certainement pas ce raz-de-marée du populisme que certains disaient craindre. Troisième chose, on disait on aura un Parlement européen ingouvernable. Ce n'est pas vrai du tout. Le parti populaire s'est affaibli, le groupe populaire s'est affaibli, le groupe socialiste s'est affaibli, mais le groupe libéral a augmenté ses sièges au Parlement européen, le groupe vert a augmenté ses sièges. Il y a parfaitement la possibilité de trouver au Parlement européen des majorités pro-européennes, dont les Cassandres ont été démentis. Ceci dit, il y a des éléments qui nous imposent de réfléchir, et notamment le fait que l'affluence aux urnes et le débat politique s'est nourri plus de considérations de politique intérieure que de considérations de politique européenne. En Italie, comme en France, comme en Espagne, comme ailleurs, les électeurs ont voté en sachant que la caractéristique de cette élection était formellement européenne. Il s'agissait d'élire des membres du Parlement européen, mais il y aurait eu des répercussions évidentes en politique intérieure. Alors en France, ces répercussions de politique intérieure ont été à l'avantage du parti au pouvoir, En Marche, allié au MoDem, et dans le sens que ce parti a limité la casse. Il est arrivé en deuxième position, mais le parti de Mme Le Pen était déjà en première position. D'ailleurs, par rapport à ce qu'il avait, il a perdu un peu de pourcentage et de sièges par rapport à il y a 5 ans.
Il est toujours le premier parti français aux élections européennes. Et En Marche, ayant limité les dégâts, a complètement vampirisé les autres partis de centre-droite et de centre-gauche. Et donc, aujourd'hui, le résultat, la conséquence la plus évidente de cette élection européenne, à mon sens, pour la France, est qu'il y a un bipolarisme, dans le sens d'un côté, un parti, disons à 23%, le Rassemblement national, et de l'autre côté, En Marche et ses alliés, mais il s'agit, comme on disait autrefois pour la politique italienne, d'un bipolarisme boiteux, dans le sens qu'il n'y a pas une possibilité d'alternance au pouvoir, parce que l'un des deux pieds de ce bipolarisme est un parti qui n'est pas considéré par l'opinion publique comme un parti viable pour gouverner. Donc, en France, ces élections européennes ont certainement avantagé Emmanuel Macron. D'ailleurs, les sondages d'aujourd'hui montrent qu'il a repris beaucoup de popularité, une certaine popularité, n'exagérons rien. Mais ils ont créé une situation qui, à terme, peut être une situation dangereuse. Parce qu'un système politique où il n'y a pas la possibilité concrète d'une alternance au pouvoir, ce n'est pas du bipolarisme, c'est une situation qui risque de devenir malsaine. À plus forte raison, cette situation risque de devenir malsaine dans le contexte des institutions françaises qui, comme nous savons parfaitement et comme vous savez mieux que moi, donne un pouvoir particulier au président de la République, surtout s'il dispose d'une majorité parlementaire, une majorité à l'Assemblée nationale qui lui rassemble de la tête aux pieds. Donc c'est une situation de démocratie un peu étouffée, et l'histoire de France nous montre que toutes les fois qu'il n'y a pas une respiration démocratique, la protestation peut s'exprimer d'une autre façon. Pour revenir à l'Italie, l'Italie a eu... on attendait les élections italiennes pour deux raisons. La première était le degré de popularité du gouvernement, la deuxième était les rapports de force à l'intérieur du gouvernement. Mais Alessandro Giaccone a dit parfaitement ce que je voulais dire. Et ils sont passés d'un rapport plus ou moins de 34 à 17, un rapport de 17 à 34. Et pour le gouvernement, l'addition du 34 plus 17 et l'addition du 17 plus 34, par définition, est la même. Ce n'est pas exactement 34, c'est 32, mais disons plus ou moins. Hein. Mais les rapports de force ont complètement changé, ils se sont complètement inversés. Et à ce point-là, on a des ingrédients d'une possible crise de gouvernement. En même temps, les parlementaires ont envie de rester au pouvoir, par définition. Un proverbe sicilien que, heureusement, vous ne connaissez pas le sicilien, donc je peux le prononcer, dit « Comandare è meglio che futtere ». Je le traduis. Exercer le pouvoir, commander, est mieux que faire l'amour. Le plaisir du pouvoir est presque un plaisir suprême. Ils le savent, les membres du Parlement, et donc il est possible que d'une façon ou d'une autre, ce gouvernement arrive à trouver les solutions arithmétiques si les problèmes étaient arithmétiques. Mais le problème n'est pas arithmétique, le problème n'est pas des problèmes réels du pays. Donc la raison pour laquelle, à mon sens, ce gouvernement risque est sans doute ce qui a été dit, le peu de majorité au Sénat, mais au fond, c'est le fait que les problèmes de l'Italie ne sont pas résolus. L'Italie est un pays encore en crise, et alors, un instant pour voir de quel problème j'essaie de parler. Le premier problème est en réalité la clé du succès de la Ligue. Matteo Salvini a pris en main ce parti, si je ne me trompe pas, en 2013, c'était en 2013, et quand ce parti était à 6%,
Aujourd'hui, c'est un parti qui a eu le 32%. 34%. 34%. Et sinon, le sondage serait aujourd'hui à 38%. Voilà. Heureusement qu'il ne peut pas dépasser les 100%, sinon il serait... Et c'était un parti, la Ligue était en 14 à 6,2%, et aujourd'hui, comme Michel a très bien dit, il est à 34,33%. Alors, pourquoi? Parce que, chers amis, les peuples ont leurs défauts, comme nous tous, qui d'ailleurs faisons partie du peuple, mais ils ne sont pas stupides. Donc, si une chose comme ça se produit, il y a des raisons. Et la première raison du succès de la Ligue, qui est aussi l'un des problèmes, ce n'est pas le principal problème, mais c'est l'un des problèmes de l'Italie et de l'Italie par rapport à l'Europe, a un nom, s'appelle migration. Or, et là, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Parce que le volet migration et les problèmes migration, aux yeux de l'opinion publique italienne, du peuple italien, a deux volets. Et le paradoxe, c'est que le volet réel est beaucoup moins important par rapport au second aspect, au second volet, qui est le volet psychologique. Le problème réel est vite dit. En Italie, il y a 3 ans, presque 200 000, j'ai les chiffres là, si vous me donnez le temps de les chercher sur mon téléphone portable, je les trouve, de migrants par an. Et j'ai envie de les trouver, excusez-moi, je prends 30 secondes, mais je vais prendre. Donc, il y avait en 2016 181 000 migrants, et en 2017 119 000, en 2018 beaucoup moins de 100 000 et beaucoup moins que 70 000. Là, je n'ai pas le chiffre exact. Mais il y a eu un nombre de migrants en baisse impressionnante. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de migrants par an en Italie. Cette année, il y a eu quelques milliers de migrants. Donc, le problème réel des migrants en soi est parfaitement, on peut parfaitement le résoudre. Donc, le problème réel, c'est désamorcé, et c'est désamorcé suite à un gouvernement de gauche et suite à un ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, de gauche, qui était au Parti communiste italien il y a très longtemps, quand ce parti existait. Le choix d'intervenir auprès des Libyens pour qu'ils empêchent le départ a été fait avant le gouvernement actuel et avant Salvini. Salvini a rajouté des insultes, Salvini a rajouté des discours démagogiques, Salvini a rajouté du populisme. Mais le choix de fond de la limitation de l'accès de l'Italie par rapport aux migrants était un choix précédent, qui a permis de réduire le nombre de migrants. Mais ça, comme je disais, ce n'est pas l'aspect fondamental du problème. L'aspect fondamental du problème est la perception des Italiens, de l'opinion publique italienne. Parce qu'en politique, parfois, les perceptions sont beaucoup plus importantes que les faits réels, les faits en tant que tels. Et la perception est dévastatrice. On croit tout d'abord à une gravité exagérée du problème, mais surtout, la perception des Italiens est que l'Europe s'est moquée d'eux. Qu'est-ce qu'ils voient, les Italiens? Ils voient le fait qu'on dit que la France d'Emmanuel Macron, mais d'autres pays aussi, disent « vous devez accueillir les migrants », et en même temps, ils renforcent le contrôle aux frontières. Et en même temps, ils isolent l'Italie en Europe. Ce n'est pas possible. Cette contradiction de l'attitude des autres pays et des autres gouvernements vis-à-vis de l'Italie est la cause principale
de ce sens de frustration de l'opinion publique italienne par rapport à la question migratoire et par rapport à l'Europe. Et la conséquence est dévastatrice parce que cette situation se prête, donne des arguments aux populistes, donne des arguments à Salvini. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Devant ça, nous n'avons pas d'alternative. Ou les gouvernements européens, ou les partis politiques italiens et le gouvernement italien et tous les gouvernements se posent le problème réel, ou si on continue ce jeu de jouer au plus malin, les conséquences seront mauvaises pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a une chose évidente, et que quand un migrant arrive en Europe, vous ne pouvez plus le ramener dans son pays. Et la thèse officielle européenne qui dit Europe ouverte aux réfugiés, Europe fermée aux migrants économiques, est une bêtise. Parce qu'une fois que le migrant arrive en Europe, vous ne pouvez pas le ramener dans son pays. Et écoutez, je suis arrivé à Paris quand il y avait le gouvernement Chirac, avec Charles Pasqua comme ministre de l'Intérieur. Charles Pasqua a dit « je vais ramener les migrants ». C'était 86. Il a fait 1 ou 2 charters pour le Mali, fini. Nicolas Sarkozy a dit « je vais expulser », lui il avait même établi un quota, 35 000 migrants expulsés par an. À la fin, il a fait 35 000, mais plus que la moitié de 35 000 étaient des Roumains et des Bulgares qui ont obtenu l'argent pour entrer dans leur pays et dès qu'ils sont rentrés, sont revenus en France. Ce n'est pas possible. Arrêtons cette histoire. Donc, le problème est que ceux qui arrivent en Europe doivent être ceux qui ont vocation et droit de rester en Europe. Et de toute façon, ceux qui réussissent à arriver sont un problème de l'Europe tout entière et pas de la Grèce ou de l'Italie ou de Malte ou de l'Espagne. Sinon, on n'arrivera nulle part. Les accords de Dublin ne peuvent pas fonctionner. Ne peuvent pas fonctionner. Nous sommes en présence aujourd'hui, à cet instant précis, d'un paradoxe absolu. Parce qu'un bateau d'une organisation humanitaire avec, je crois, 42 ou 43 migrants à son bord, et depuis une semaine, je crois, non, dans les eaux de Lampedusa, eaux internationales, n'arrive pas à entrer. Dans une semaine, il aurait pu arriver tranquillement ailleurs, mais là, ça devient un problème de principe politique, il doit arriver à Lampedusa. La mauvaise foi totale des différents pays fait en sorte que chacun joue à filer le problème à l'autre. Si à la place de dire le pays de premier accueil doit être celui le plus proche, dont l'Italie ou la Grèce ou l'Espagne, on disait nous on aide ce pays et on dit les choses seraient différentes. On a dit une fois on aide le pays de premier accueil, on a décidé de quotas, le résultat est que les migrants qui ont été redistribués sur la base de quotas ont été un nombre largement inférieur aux engagements qui pourtant étaient largement inférieurs à la nécessité et au nombre de migrants qui étaient effectivement arrivés. Je crois que la France a accueilli seulement quelques centaines de migrants au titre de redistribution. Non, ce n'est plus possible. Si on joue au plus malin sur la question migratoire, qui est une mine flottante, là il y a un mauvais jeu, mais involontaire, et si on joue au plus malin sur cette question, on arrivera tous à en payer le prix, parce qu'on aura des Salvini en Italie qui empêchent les migrants d'arriver, dont les migrants iront en Espagne, l'extrême droite et les populistes sont en train de monter en Espagne. Où est-ce qu'on veut arriver? La seule façon, est d'avoir au moins les principaux pays de l'Union européenne une réelle politique commune sur ce problème. Sinon, le prix sera payé par tout le monde. Évidemment, si à l'avenir l'Europe aura une position différente, ça sera beaucoup de mieux. Et c'est le souhait commun, et d'ailleurs c'est évidemment le souhait qui était entre les lignes de ce que je disais. Et je pense que
il faut résoudre le problème réel. Et si le vrai thermomètre de la stabilité de l'Italie, le vrai thermomètre de la stabilité européenne sera la relation avec les problèmes réels. Et moi, je crois, je ne mets pas, je sais ne pas toucher votre cœur en ne mettant pas les problèmes écologiques, et pourtant j'ai voté vert, vous voyez, en tête de mes réflexions, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont plus urgents, et notamment pour l'Italie. Pour l'Italie, la question de la croissance est dramatique. L'Italie a un niveau de chômage supérieur de plus de 2 points au niveau du chômage français aujourd'hui. C'est la question de la croissance aujourd'hui pour l'Italie est une question dramatique. L'Italie la croissance de l'Italie est trop faible. La croissance faible provoque un déficit, évidemment, parce que le produit intérieur brut ne augmente pas suffisamment et l'augmentation du déficit se répercute sur la dette. La dernière, et je termine, le dernier point pour moi fondamental pour l'Italie est la question morale. Les scandales qui ont eu lieu depuis quelques mois et qui ébranlent tout d'abord une institution que la magistrature, dont la crédibilité dans le pays a beaucoup baissé, suite à ce scandale qui voit des très hauts magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, marchander des attributions de responsabilités avec des personnalités politiques en grand secret, dans une chambre d'hôtel ou dans un hall d'hôtel. Et il y a eu d'autres scandales sur la santé publique qui ont d'ailleurs regardé plusieurs parties. Cette question morale et ce problème de la corruption est aujourd'hui en Italie l'un des problèmes absolument fondamentaux. Merci beaucoup. Voilà. Donc, dans cette intervention, dont je remercie bien sûr Alberto Toscano, il y a plusieurs éléments, il y avait plusieurs éléments fort intéressants et je me limiterai à en citer 2, c'est-à-dire, mais ils seraient beaucoup plus nombreux. D'abord, le populisme. Alors, comment définir, parce qu'on parle beaucoup de populisme, en effet, le populisme, c'est quoi au juste? Par exemple, c'est une sorte de mépris de masse contre les compétents, contre ceux qui font valoir leur savoir spécifique. C'est aussi une certaine sympathie comme un clin d'œil adressé à la démocratie directe et donc la critique des représentants du peuple. Les représentants, il faut déléguer le moins possible, il faut s'exprimer directement. Enfin, dans le populisme, il y a plein d'ingrédients qui, somme toute, affaiblissent la démocratie. J'avais fait un débat à Rome, à la Dante, à notre siège central, avec Marc Lazare, lors de la sortie dans son livre qui s'intitule Popolocrazia, qu'il a fait avec Ilvo Diamanti. La popolocrazia serait le remplaçant de la démocratie telle que nous la connaissons. La popolocrazia, c'est ce mélange justement de populisme, de sympathie pour la démocratie directe, de critique face à ceux qui prétendent exercer un pouvoir au nom de ceux qu'ils savent, de leurs compétences. Ça, c'est un point intéressant. J'aimerais que peut-être quelqu'un approfondisse ultérieurement cet élément du populisme, en considérant que cela est présent en Italie, mais en France aussi. Et là, la remarque d'Alberto sur le manque d'alternatives réelles au pouvoir actuellement en place en France, c'est une remarque qui me rappelle
justement l'époque où en Italie on parlait, dans un contexte complètement différent, di bipartitismo imperfetto. Ça, c'était Giorgio Galli, n'est-ce pas? Et nous avons le même âge et donc nous avons derrière nous aussi un peu les mêmes lectures. Alors, à l'époque, dans le contexte de l'époque, c'était qu'il y avait le plus fort parti d'opposition qui était le Parti communiste italien, qui, pour mille raisons d'équilibre internationaux et aussi pour des raisons de sensibilité interne à l'Italie elle-même, ne pouvait pas conquérir le pouvoir. Il pouvait exercer une fonction et il l'exerçait, je pense, plutôt bien, mais il ne pouvait pas représenter une alternative concrète au pouvoir en place. Or, nous savons que dans la France d'aujourd'hui, que pour mille raisons internationales et nationales, Marine Le Pen ne peut pas, et son mouvement ne peut pas représenter une alternative crédible. Et cela peut nous faire plaisir si nous n'aimons pas ce mouvement d'extrême droite, mais en même temps, cela nous rend soucieux et préoccupés concernant l'avenir du jeu démocratique en France. Mais je pense, comme me le conseillait Alessandro, qui est à mes côtés, qu'il faudrait un peu donner la parole à la salle. Et donc... je voulais poser une petite question à Alessandro, mais en me basant sur ce qu'a dit Alberto. Si Marc Lazare était là, il aurait répété peut-être que ces gouvernements qu'on appelle giallo-verde, parce que les jaunes sont les 5 étoiles et les verts ne sont pas les écologistes, mais c'est la vie. Et il aurait dit il y a un bipartitisme là aussi. Et en effet, il est clair, ils ont essayé de faire un bipartitisme. Et en effet, les élections nationales de l'année précédente ont fait descendre le Parti démocrate à 20%, et selon le sondage, il était en train de descendre encore vers les 16%. Mais ces élections européennes ont changé quelque chose en Italie. On détruit, ils sont en train de détruire, ont commencé à détruire ce bipartitisme parce que le Parti démocrate a repris. Alors la question est de savoir si les 5 étoiles descendront encore, parce que justement, le populisme est plutôt, nous l'avons toujours défini comme l'idée de mettre un chef. Le peuple nomme un chef et obéit au chef, parce qu'il en a marre du débat démocratique qui effectivement peut être fatigant. Mais là, c'est une autre notion de populisme, c'est les incompétents. C'est-à-dire, on en a marre de ces solons, de ces personnes, de cette caste qui nous commandent. Et les 5 étoiles représentaient ça. Mais ils ont commencé à descendre parce qu'on voit que l'incompétence crée des problèmes qu'Alberto a évoqués. Le chômage et l'incapacité de contrôler l'immigration, parce qu'en quelque manière, il faudra la contrôler. Donc en fait, si j'ai bien compris, le Nord a voté pour la Lega aux élections européennes et le Sud s'est abstenu parce qu'il n'a pas voulu trahir le mouvement 5 étoiles. Alors, en voyant la remontée du Parti démocratique, l'équivalent du Parti socialiste en Italie, est-ce qu'on ne peut pas espérer que le Sud sauve l'Italie de la Lega et vote Parti démocratique aux prochaines élections? C'est-à-dire que, en fait, je ne crois pas que l'Italie a voté pour la Lega, je crois que le Nord a voté pour la Lega. Et donc, c'est ma question. Et puis la deuxième remarque, c'est sur la France. On a l'émergence du Parti écologiste, qui peut être une troisième force. Et je ne crois pas au bipartisme, mais je crois très fort au Parti écologiste en France, qui a émergé, donc non seulement en France, mais aux Pays-Bas et en Allemagne aux dernières élections européennes. Merci. J'avais 2 remarques. Oui. Est-ce qu'on a une connaissance des votes des Italiennes qui ne sont plus en Italie? Parce que c'est une question que je me pose. Quand je rencontre des Italiens qui votent, ils sont en France, ils ont un job en France, et ils votent en Italie. Et je pense que leur vision de l'Italie est pas réelle par rapport aux difficultés des gens qui vivent là-bas et qui, eux, ne sont pas partis.
Ça, c'était la première Là, chose. il y a une réponse immédiate, c'est-à-dire que les Italiens résidant à l'étranger donnent une majorité écrasante au Parti démocratique. Si tous les Italiens quittaient l'Italie, le Parti démocratique deviendrait le premier parti de loin. De loin. Une solution. Mais évidemment, ça c'est une réponse un peu paradoxale. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et la deuxième remarque, est-ce que le gouvernement a eu le temps de prendre des mesures qui, pour le peuple, ont été représentatives et leur auraient permis de se positionner, puisqu'on dit que les élections européennes, en fait, ont été des élections qui ont été des votes pour le pays lui-même, quoi, enfin, en gros. Parce que j'ai l'impression que le gouvernement, il a fait des promesses, mais il n'a pas pris beaucoup de décisions. Chaque gouvernement gouverne au nom du peuple et pour le peuple. Il n'y a pas de gouvernement qui représente plus les aspects populaires. Mais toute la question, c'est savoir que veut le peuple, parce que le peuple qu'on présente comme un ensemble, en fait, c'est toute une série d'intérêts convergents, mais souvent divergents. Donc, c'est un peu difficile. Alors, la chose importante, et je réponds à cela aussi à la question sur le populisme, on peut dire, en schématisant, parce qu'il y a des débats tout à fait compliqué, les chercheurs s'interrogent, même on parle aujourd'hui de gouvernement populiste en Italie, est-ce que cela est correct ou pas? Mais on peut résumer par une formule simple, c'est que le populisme, c'est donner des réponses simples à des questions complexes. Il y a 600 000 migrants ou immigrés en situation irrégulière en Italie, ben on les renvoie chez eux. Il y a des trous dans les chaussées à Rome, dans les routes, ben on remplit les trous. Et comme ça, la question sera réglée. Sauf qu'une fois que, quand on fait de l'opposition, on écrit sur Twitter ou sur Facebook, ça va très vite. Une fois qu'on est au gouvernement, les choses se compliquent, parce qu'on en a fait l'expérience à Rome. Il y a eu une administration locale qui maintenant est depuis 3 ans au pouvoir à Rome. Combler tous les trous qu'il y a dans les chaussées à Rome, ça coûte quand même 400 millions d'euros. Et on ne les trouve pas du jour au lendemain. On le voit au niveau du gouvernement. Renvoyer 500 000 personnes, comme il est prévu dans le programme de gouvernement, renvoyer un immigré, entre une chose et l'autre, ça coûte par personne entre 15 et 20 000 euros. Vous multipliez par 500 000 et vous voyez qu'une réponse qui paraît simple ne l'est pas. Et la preuve, c'est que quand Minniti, qui était le ministre de l'Intérieur dont parlait tout à l'heure Alberto Toscano, était aux affaires, en moyenne, on renvoyait de l'Italie, après toutes sortes de procédures, 17 personnes par mois. Et depuis que Salvini est au pouvoir, on en renvoie désormais 18 par mois. Alors faites le compte, 18 par mois pour arriver à 500 000, il faudra un petit moment et surtout ça coûterait très cher. Donc voilà, le populisme, c'est ça, comment répondre de manière simple à des questions qui sont complexes. Et là, je voudrais faire quand même une réflexion peut-être plus européenne. En cela, la France et l'Italie ont des éléments en commun. Parce qu'au bout du compte, les mouvements populistes sont tout à fait différents d'un pays à l'autre. Mais on a observé dans ces élections européennes que les populistes, utilisons ce terme, aux souverainistes, tendent à reculer dans les autres pays, sauf en France et en Italie, et sauf en Hongrie et quelques autres pays. Mais l'élan global, c'est qu'on s'attendait, comme l'a dit Albert tout à l'heure, à une grande victoire des souverainistes, des populistes, qui n'a pas eu lieu. Au Parlement européen, quand on fait la somme de tous les parlementaires souverainistes ou populistes, on arrive à une centaine de personnes sur 750 députés. Donc ce n'est même pas le 7e du total. Alors pourquoi la France et l'Italie, finalement, sont un peu différentes? Alors j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans la plupart des pays dans le nord de l'Europe, même en Italie, même dans l'Europe du Sud, on a eu quand même, depuis une vingtaine d'années, des coalitions. Certes, les populistes n'étaient pas seuls au pouvoir, mais en coalition notamment avec des partis de droite, mais également de gauche. Ces populistes ont déjà eu l'occasion d'être au pouvoir. Et une fois qu'il y a l'épreuve du pouvoir, ces mouvements populistes tendent à baisser, parce qu'on se rend compte que les solutions ne sont pas simples. Alors, on a le cas qu'on commence déjà à observer en Italie, c'est-à-dire le mouvement 5 étoiles, il a suffi simplement d'une année au pouvoir pour perdre la moitié des voix. Ensuite, les élections européennes ne sont pas les élections nationales, et donc il faudrait avoir une analyse plus fine. Mais la Ligue, c'est un peu différent parce que la Ligue, n'oublions pas qu'elle a été au pouvoir depuis une vingtaine d'années. La Ligue a été au pouvoir pendant 11 années, donc ce n'est pas négligeable. La Ligue n'est pas un mouvement nouveau. La France, c'est un cas particulier parce qu'avec notre système à 2 tours et l'élection présidentielle,
Marine Le Pen, sauf à l'échelle locale, ça n'a pas marché au niveau régional, mais simplement dans quelques villes, elle ne peut pas être au pouvoir. Du moins, pour l'instant, elle ne l'a pas été. Et donc, en fait, on a un système qui finalement tend à faire monter le Front National, qui arrive à 18, à 20, au deuxième tour de la présidentielle, elle a quand même fait 33%, et donc, en fait, qui peut monter sans pouvoir véritablement arriver au pouvoir. Alors, il y a d'autres choses que je voulais dire, mais ayant la mauvaise idée de ne pas avoir un stylo et de les noter, je laisse la parole à Alberto, qui lui a un stylo et qui va répondre de manière plus précise. La première chose, 5 étoiles. Vous parlez en compétence, oui, probablement, mais je vois pire. Et moi, je vois l'autoritarisme intérieur. Le parti Mouvement 5 étoiles se base sur, tu parlais d'Italie, laboratoire politique pour le... et sur l'utilisation autoritaire de l'Internet. Parce que, apparemment, chaque décision est prise de façon très démocratique. On vote sur Internet. Mais ce qui décide le résultat du vote, c'est une société de droit privé, contrôlée par M. Casaleggio, fils de son père, M. Casaleggio, qui est malheureusement pour lui décédé, mais ça reste donc une société privée qui dit c'est les 61% qui a voté ça, et qui contrôle. Donc, un parti, et les partis ont un rôle pour la Constitution italienne, c'est reconnu, et qui, à son intérieur, a une gestion de décision et de la démocratie intérieure si douteuse, pose un problème politique. Donc, ça m'inquiète plus que l'incompétence, parce que dans chaque parti, il y a des incompétents. S'il n'y avait que le problème d'incompétence, je serais amené presque à le considérer comme un péché mignon. Mais là, l'autoritarisme comme base structurelle de la gestion du processus de décision à l'intérieur d'un parti, ça m'inquiète beaucoup. Les problèmes du Sud. Alors, vous avez parfaitement raison, madame, le Sud a vu cette abstention, le Sud a vu encore une majorité de 5 étoiles. Et alors, compte tenu que vous me stimulez encore sur la question Sud de 5 étoiles, je vous dis les chiffres des élections européenne par rapport aux politiques de l'année précédente, de la destination de voix 5 étoiles. Sur 100 voix 5 étoiles, 43 sont restés aux 5 étoiles, 37 sont allés à l'abstention, et ces 37 sont surtout au sud, mais malgré ça, les 5 étoiles sont encore à la première place au sud. 16 sont allés à la Ligue, seulement 4 au Partito Democratico. Donc, le sens de mécontentement des 5 étoiles s'exprime en direction de l'abstention. Si ça se produira encore en cas d'élection anticipée, évidemment, personne peut le dire. Ça dépendra sans doute, et là c'est la dernière question qui est posée par madame, est-ce que ce gouvernement a eu le temps de prendre des décisions? Donc ça, le vote aux 5 étoiles dépendra du fait que les choix de ce gouvernement donnent ou non des résultats. Les choix qui caractérisent stratégiquement ce gouvernement sont deux. Une décidée par la Ligue, et ça a été jusqu'à présent la réforme de retraite, ce qu'on appelle quota 100, là où 100 est l'addition entre les années travaillées et l'âge de la personne. Donc une personne de 61 ans prend sa retraite si elle a 39 ans de contribution. Et cette mesure a probablement donné moins de résultats de ceux que la Ligue espérait, mais surtout la mesure de 5 étoiles, qui est le revenu de citoyenneté, le reddito di cittadinanza, a été jusqu'à présent un demi-échec. Et là, les 5 étoiles jouent beaucoup de leur crédibilité. Je dois préciser que la situation italienne, surtout après la crise, montre un vrai problème, à mon sens, qui est un problème d'aider les plus pauvres, pour faire court.
Il est inconcevable. Et s'il y a une erreur dramatique du gouvernement Monti surtout, mais en partie aussi des gouvernements de centre-gauche, a été celui d'accepter parfois les conditions posées par la Commission européenne sans discuter, ou en discutant trop peu. Et ça a été un problème parce qu'on a renoncé à faire des investissements pour aider les plus pauvres dans la mesure du nécessaire. L'Italie est un pays plein de déséquilibres et une politique sérieuse ne peut pas être seulement une politique de croissance économique ou d'austérité ou de calcul arithmétique. Ça doit être aussi une politique de générosité de l'État. Ça, c'est clair, évident. Et là, il y a une critique à faire à la Commission européenne, qui, en se comportant ainsi, en profitant de l'Italie quand au pouvoir il y avait Mario Monti, ou quand au pouvoir il y avait des gouvernements raisonnables, qui demandaient comme ça, et la Commission européenne disait non, il faut comme ça. Et ils se sont trouvés, à suite à ça, le gouvernement Conte avec Salvini, qui les envoie au diable et qui demande comme ça, et la Commission européenne accepte de donner comme ça. Donc, le résultat de ça est que la Commission européenne donne à un gouvernement eurosceptique énormément plus de ce qu'elle a concédé au gouvernement pro-européen. Et ça, c'est une connerie, excusez-moi, ça, c'est une connerie. Donc, je me calme et je continue. Les votes des Italiens à l'étranger sur les élections anticipées, on ne peut pas les calculer dans le sens que pour les élections anticipées et pour les élections européennes, excusez-moi, l'Italien à l'étranger vote pour sa circonscription, donc ils ne sont pas comptabilisés en tant que vote de l'Italien à l'étranger. Pour les élections législatives, il y a le collège étranger, et là, la situation est exactement celle qui a été exprimée par mon ami Michele, avec une majorité de centre-gauche. Enfin, le Parti écologiste. Pourquoi il n'y a pas un parti écologiste? Tout simplement parce que les écologistes italiens ont raté leur train. Ils auraient pu faire un parti écologiste capable de donner un sens de sécurité et de modération. Ils ont voulu proposer une écologie d'extrême gauche, et à l'extrême gauche, il y a déjà les partis d'extrême gauche. Il faut décider, on est extrême rouge ou on est extrême vert, mais on ne peut pas être les deux choses ensemble. Et de toute façon, l'espace politique est le même. Donc ils se sont auto-condamnés en choisissant une situation politique, un placement politique qui n'est pas celui naturel de privilégier l'écologie. Le Parti écologiste français a gagné beaucoup de résultats et de voix quand il a pris une position un peu plus modérée. Les Allemands ont gagné beaucoup de voix, les écologistes allemands, parce qu'ils ont une position constructive, modérée, propositive. Les écologistes italiens, avec leur dérapage intellectuel vers l'extrême gauche, ils ont des 0 et quelques pourcents, ou des 1%, ou des 2%, mais ils n'arriveront jamais à devenir un parti important avec cette ligne politique. C'est vrai que la base électorale et populaire des écologistes en Italie était nettement plus importante il y a 15 ou 20 ans, avant ce dérapage à gauche dont parlait Albert. Il y a eu une réduction de la base de consensus au soutien des idées des Verts. Et ensuite, il y a quand même un autre facteur, et là je reviens à la question à laquelle je n'avais pas répondu, sur le Parti démocrate. Alors là, il y a quand même une grande différence entre la France et l'Italie. Bien sûr, en France, il y a le phénomène Macron qui a pêché des voix à droite et à gauche, même si cette fois l'électorat change, c'est-à-dire maintenant c'est plutôt les électeurs de droite qui se reportent sur Macron, qui est en train de perdre un peu son électorat de gauche, qui est revenu en toute petite partie au Parti socialiste, et dans ce cas-là au Vert. En Italie, la situation est complètement différente, car même si le Parti démocrate a essuyé un échec important en 2018, après 5 années de pouvoir, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que malgré tout, le Parti démocrate italien, osant l'expression, n'a pas fait la connerie qu'ont fait les socialistes français, qui sont divisés en deux, en trois.
Il y a la tentation. Matteo Renzi avait un capital de sympathie personnelle limité, mais il aurait pu faire un autre parti, faire Benoît Hamon, sortir et faire 6-7%. Il ne l'a pas fait. Ce qui fait que, tout en restant unis, le Parti démocrate, même si ça ne suffit pas à gouverner, fait quand même 22-23% des voix. Cela veut dire que si l'espace qui est en France est couvert par le Parti écologiste, en fait, les idées de gauche, certes pas de manière développée, se retrouvent quand même en Italie dans les partis de gauche et en particulier au Parti démocrate. Je dois quand même souligner, et cela me frappe beaucoup, c'est qu'en Italie, on est quand même très en retard sur la question écologique. C'est-à-dire, ce que je vois en termes de politique des transports, en politique d'aménagement des villes, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en France, en Italie est très peu développé quand même. On a du retard et ça prend quand même des proportions assez inquiétantes. La question écologique en Italie est posée par les jeunes qui manifestent, mais ce n'est pas un thème d'actualité. On ne gagne pas une élection sur des enjeux écologiques et en faisant en fait une campagne basée sur ces thèmes-là. Quand même une précision, parce que sur le terrain de l'énergie, par contre... Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Parce que je crois 42-43% oui, de la production électrique italienne est à travers les renouvelables. Ça c'est vrai. Oui, l'une des conséquences du vote européen, c'est que probablement va se réaliser ce projet très discuté en Italie de la TAV, on dit, c'est-à-dire la liaison à haute vitesse entre Lyon et Turin, qui a été l'objet d'un accord entre les deux pays depuis une vingtaine d'années, qui a obtenu un soutien de l'Union européenne. Maintenant, il semble que la contribution financière de l'Union européenne devrait monter jusqu'à 55% du coût global de l'opération. Et il y avait de la part d'une partie des écologistes et d'une partie des 5 étoiles une opposition très nette. Maintenant, notamment dans les régions plus directement concernées, il y a eu cette victoire de la Ligue qui va dans le sens de la construction de cette... Et d'ailleurs, il faut dire que même la gestion sortante de la région Piémont, c'est-à-dire Parti démocrate, nous connaissons bien le sujet, disons, même le président sortant qui emparine au Parti démocratique et ex-Parti communiste était du côté de la construction de cette liaison qui est fondamentale pour l'équilibre des communications est-ouest en Europe, parce que c'est une ligne qui part du Portugal et qui arrive jusqu'au pays de l'ex-Union soviétique. Donc c'est quelque chose de très important et qui avait rencontré une opposition très dure. Et maintenant, je le répète, parmi les résultats de ce vote, il y a le fait que tout serait pensé que le projet finalement va être débloqué. Oui, je le crois. D'ailleurs, les 5 étoiles ont construit leur victoire de l'année 2018 aussi sur le fait de dire non à toute une série de grands projets, non tape le transport du gaz à travers la mer Adriatique, le gazoduc sous-marin, non TAV, le chemin à haute vitesse, et non toute une série de choses, y compris les incinérateurs. Or, l'air que nous sommes en train de respirer à cet instant est l'air qui arrive des 3 grands incinérateurs, dont l'un des plus grands incinérateurs d'Europe, qui est à Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas loin d'ici. Hein? D'ici à ici, il y a quelques kilomètres seulement. Et l'incinérateur d'ici brûle 700 000 tonnes de déchets par an. Et nous sommes en train de respirer cette air. À Rome, Madame la maire préfère ne pas avoir d'incinérateur et avoir des déchets dans la rue. Et les déchets pris dans la rue sont envoyés dans d'autres régions italiennes ou dans des pays étrangers pour qu'ils soient incinérés. Or, le non, la mer de Rome, est un 5 étoiles. Or, la ligne de non systématique est une ligne qui marche très bien si on a l'opposition, mais qui ne peut pas marcher, évidemment, quand on est au gouvernement. La question TAV, aujourd'hui,
le train haute vitesse. Le traité international a été signé, Alessandro doit me corriger, non, le traité déterminant, celui d'Alema. Celui de D'Alema est du janvier 2001. Oui, 2001, et ensuite il y a eu plusieurs aménagements, et le dernier, 2013. Oui, mais disons... Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est accordé. Alors, on va fermer, on va clore cette discussion à 22h pile, mais comme Alberto a fait allusion aux différents noms qui provenaient du mouvement 5 étoiles, il ne faut pas oublier le nom aux Jeux olympiques à Rome comme à Turin. Donc, dans les deux grandes villes d'Italie, administrées par des maires 5 étoiles, il y avait ce nom aux Jeux olympiques. Heureusement, ce nom ne l'a pas emporté, et comme vous le savez, juste hier, pour les Jeux olympiques d'hiver 2026, c'est Milan et Cortina qui ont été... Et aujourd'hui, l'équipe de football féminin italien a gagné contre la Chine 2-0. Merci à ce public magnifique, et vive l'Italie, vive la France.